Cosa Vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Je vous propose une série spéciale de 4 épisodes enregistrés en marge du salon One-to-One à Biarritz, un salon dont le focus est l'expérience client et qui vient de se terminer. Cette année, nous y avons parlé data, AI, expérience client et CRM. Et vous allez entendre dans cette petite série une spécialiste mondiale de l'IA, le patron du marketing et de l'expérience client de SNCF Connect and Tech, le vice-président de Forrester sur l'avenir de l'expérience client et enfin le patron du Web3 chez Vivendi. IA, générative, crypto, métaverse, super apps et même l'éternité as a service sont les sujets que nous avons abordés dans ces épisodes. L'idée est de vous ouvrir les chakras pour vous aider à vous projeter sur les 15 prochaines années. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série spéciale que j'organise en marge du One-to-One à Biarritz, dont le thème est l'éthique, c'est chic. Vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, j'essaie de vous ouvrir les chakras sur les sujets qu'on aborde ici lors de ce salon, qui sont la data, l'IA, les parcours utilisateurs, les parcours clients. Et je reçois David Netzela, qui est directeur marketing et client, on traduit comme ça en français, client. Chez SNCF Connect and Tech. Salut David, ça va? Salut, bonjour à tous. David qui fait partie d'ailleurs du comité édito du One-to-One. Exactement. Petite parenthèse. Depuis 5-6 ans. Ça consiste en quoi? Ça consiste à travailler et contribuer sur les contenus, les intervenants, le positionnement, porter un peu son expertise du quotidien et de ses enjeux pour essayer de faire évoluer le salon pour que ça réponde aux besoins des participants. Sachant que le One-to-One existe à Monaco, il est plus e-commerce retail, on va dire. Il existe à Biarritz et il était historiquement plutôt marketing, activation, c'est ça? Exactement. Et cette année, avec avec un virage data IA qu'on a IA. souhaité prendre, qui est un peu une grosse tendance du marketing, qui est aujourd'hui un incontournable. On a un métier qui est de plus en plus technique, un métier de marketing qui est de plus en plus technique, et la data et l'IA sont au service du marketing. Donc, on couvre aussi ces sujets. Le salon One-to-One Biarritz, expérience client, est vraiment très cool. Il est un peu plus petit que le salon monégasque. Ouais. On croise plein de gens, il y a une bonne ambiance. Et je pense que, alors full disclosure, moi je suis invité, mais je suis pas payé. On croise un peu le Gotha, la crème de cet univers, entre prestataire comme client. C'est hyper intéressant. Bon, bref, c'est une découverte pour moi, c'est une première. Et c'est sympa, Biarritz. Et c'est sympa, Biarritz, on enregistre. Alors, vous ne voyez pas, chers auditrices, chers auditeurs, mais on est à 200 mètres de la mer, qu'on surplombe, puisqu'on est au casino. Je me suis pas baigné. Je vais essayer de me baigner quand même avant de partir. C'est quoi SNCF Connect and Tech? SNCF Connect and Tech, on a 2 métiers. On a un premier métier, on opère le service SNCF Connect, le produit B2C que vous connaissez, que vous utilisez pour acheter vos billets de train, planifier vos itinéraires et tous les autres sujets autour de la mobilité. Et puis, on a aussi un métier où on conçoit et on maintient des applications pour le compte de la SNCF et de ses différentes activités. Ça peut être une application pour les conducteurs de TGV de manière à ce qu'ils aient une éco-conduite pour leur aider à réduire leur consommation d'énergie, ou ça va être la production du flux d'informations en gare. Et ça parle à pas mal du monde. Donc cette deuxième partie, c'est un peu le SN en interne, la SS2I en interne, c'est ça? C'est un peu ça. On évite d'utiliser ces termes. C'est les consultants. C'est des développeurs. On a des centaines de développeurs qui sont au service des entités de la SNCF, okay, pour concevoir des produits tech et digitaux. Alors tu présentais la première partie en disant l'application que vous utilisez ou le site que vous utilisez, et c'est vrai que c'est assez hallucinant. Combien d'utilisateurs clients actifs en 2022? 2022, c'était 15 millions de clients actifs, c'est 1 milliard de visites. 1 milliard de visites et 15 millions de clients actifs. Ce qui veut dire, en gros,
Un Français sur 4. C'est assez simple. Et en utilisateur quotidien, tu me donnais les chiffres tout à l'heure. On a 5 millions de Français, c'est ça? Alors, on a 5 millions de Français qui prennent le train tous les jours. On a 500 000 Français qui prennent un train grande vitesse, un TGV Inouï, un Ouigo, un Eurostar tous les jours. On a 4 millions et demi de Français qui prennent un train du quotidien. Ouais. Donc, on est vraiment dans le quotidien des Français. Dans le quotidien du Français, presque un Français sur 10, pardon. Le cœur du sujet aujourd'hui, c'est l'expérience client et la relation client. Ça fait partie de la stratégie de SNCF Connect, au sens large. Sûr, ouais. Bah, c'est un pilier de toutes les stratégies d'e-commerce, en tout cas je l'espère. Oui, bien sûr. Et j'ai les sujets qu'on aborde, c'est alors toi ton sujet c'est vendre des billets de train, vendre des billets de bus. Ouais. Comment est-ce que l'IA s'insère là-dedans, et peut-être commencer par un état des lieux, d'où on vient, où on est, où est-ce qu'on va en termes de digital et d'IA, d'algorithmie. C'est un marché. C'est une question large. Hein. Ouais, c'est une question super large. Vous avez 2 heures. C'est une question presque philosophique. Non, mais l'IA, aujourd'hui, elle est partout, tout le temps dans nos téléphones. Moi, j'essaie de me souvenir, parce que demain, on a une conférence sur cette thématique. J'essaie de me souvenir un peu de mes premiers rapports à l'IA. C'est quand la première fois qu'on m'a parlé d'IA dans mon métier, et en faisant un peu un travail d'archéologie, je me souviens d'une conversation 2011 avec David Bessis, fondateur de Tiny Clues, qui est arrivé avec un outil révolutionnaire qui allait t'aider à détecter dans ta base client quels étaient les profils les plus appétents pour vendre un produit donné. Et c'était un génie, le mec. C'était super. Et Tiny Clues, c'est une des premières boîtes qui arrivait avec ce positionnement. Et ça a été, je pense, mes premiers échanges sur l'IA à l'époque où en 2011, on est dans un monde quand même très différent en termes d'avancée sur le marketing digital. On en parlait ce matin avec Amal, avec qui j'ai enregistré un autre épisode dans cette petite série, qui me disait en gros, pardon, Amal El Fatou, je vais pas dire de bêtises, El Faté, El Fala, pardon, autant pour moi, qui me disait en gros, on vient avant 2010 d'un monde dans lequel l'IA est réservé aux labos, grands groupes et peut-être États chercheurs. Après 2010, un vrai boom, mais ça reste professionnel, c'est des développeurs, voilà. Et là, depuis 2-3 ans, 4-5 ans, c'est accessible au grand public. Là, depuis un an, ChatGPT n'existait pas il y a un an. Enfin, n'était pas accessible, pardon. Il y a un an. Enfin, ça s'est vraiment accéléré en fin janvier, en fait. ChatGPT. Et du coup, il y a un usage qui est double, j'imagine, à la fois pour vous et vos équipes, et ensuite pour l'utilisateur final. Mais commençons par l'interne. Quelle a été la pénétration? Comment est-ce que tu le pousses? Est-ce que tu le soutiens? Sur l'IA générative, spécifiquement? Ouais, je le soutiens. Après, il faut que ça réponde à c'est toujours pareil. Et en fait, ce qui a fait que l'IA s'est développée sur les 10 dernières années, c'est que il y a eu plein de use cases qui sont sortis. En fait, on parle pas d'IA, on parle des services qui ont changé notre vie du quotidien, la météo, Google Maps, ce genre de choses, qui t'aident à planifier un bon nombre de choses. Mais l'IA générative, aujourd'hui, on l'a analysé, on a regardé à plein d'aspects. Ça nous aide sur des aspects SEO, par exemple. Et ça fait super bien de la trad. Aujourd'hui, on est un site qui est accessible en plusieurs langues. Via de l'IA? Alors, l'IA générative, ça te donne une qualité de traduction qui est hyper bonne, qui est, je pense, meilleure que les services qui existent, et qui est en réel et qui marche bien. Donc, sur de la trad, ça marche super bien. On regarde des usages autour de... Alors, générer du code, c'est très early adopter, mais au moins nous aider à écrire des scénarios tests, en fait, pour faire du recettage, des choses comme ça. Est-ce que ça va changer la donne sur la revue de code? Je sais pas. Est-ce que ça peut nous aider à améliorer l'expérience client sur toute la partie chatbot? On regarde. On utilise un chatbot on offre un chatbot à nos clients depuis 2017. On n'a pas attendu l'IA générative pour avoir un chatbot. On a probablement un des chatbots en France qui est le plus utilisé avec 20 000 conversations par jour. Nos clients l'adorent. La SAT post-contact après le chatbot est super bonne. Et donc, on répond à un bon nombre de questions. La satisfaction client. La satisfaction client, elle est super bonne. Et globalement, c'est les algorithmes. C'est pas l'IA générative, mais l'important, en fait, c'est de répondre à la question. Mais vous testez déjà l'IA sur le chatbot? On teste l'IA générative sur le chatbot. Ok. Après, quand on est SNCF, on n'a pas le droit à l'erreur. Et quand on fournit une réponse, elle doit être bonne. Donc, si l'IA générative, elle vous donne une mauvaise réponse, bah ça nous met en danger vis-à-vis de la réponse qu'on fait à nos clients parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Les clients sont exigeants avec la SNCF, ils ont raison. Et donc, quand on t'es un service public, t'as presque une obligation de résultat. J'ai une obligation de zéro faute. Zéro faute. J'ai enregistré un petit épisode comme celui-ci avec Thomas Husson un peu plus tôt, qui est Super Thomas. Super Thomas. Ça pourrait être Super Thomas Husson, qui est VP du coup chez Forrester et qui me sensibilisait sur un terme que je connaissais pas, mais c'est le non-sens cohérent. Le non-sens cohérent, c'est ce que l'IA générative peut te sortir.
c'est un principe de probabilité qui te semble cohérent à tous les aspects d'une bonne réponse. Effectivement, pour SNCF Connect, c'est impossible d'avoir un non-sens cohérent. Si ChatGPT vous dit qu'il y a un train Paris-Bordeaux le 25 octobre à 15h31, vous allez le croire, même s'il y en a pas. Ouais, tout à fait. Et c'est hyper dangereux pour nous. Et alors, qu'est-ce que tu vas définir comme trigger de validité de ton IA dans le chatbot? Comment tu vois c'est beaucoup de tests et du zéro faute. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas et qu'on n'y sera pas tout de suite, en fait, je pense. C'est que on ne peut pas se permettre de donner une mauvaise information à notre client. C'est pas possible. Tu as un enjeu qui est important aussi, c'est que pour SNCF Connect et pour acheter aujourd'hui un billet de train, un billet de bus, il y a un ensemble de parcours assez incroyable, possible, qu'on peut commencer à un endroit, reprendre à un autre, abandonner, enfin bref. J'enfonce des portes ouvertes parce que c'est quand même le cas pour beaucoup de monde. Mais est-ce que l'IA là-dedans peut aider à reconnecter Comment Nous, en fait, au moment du lancement des SNCF Connect, on a fait le choix de la barre de recherche universelle. Beaucoup de clients se sont questionnés sur ce champ. En fait, maintenant, on dit aux clients, tu rentres par la destination et plus par l'origine. Perturbant comme usage. Et en fait, non, c'est un champ qui démultiplie le champ des possibles. Derrière ce champ de recherche universelle, il y a beaucoup d'IA pour orienter le client vers le bon parcours en fonction de sa recherche. Quand on cherche un Paris-Bordeaux, on va orienter la personne vers un parcours transactionnel. Mais si je cherche un Paris-Fontainebleau, il y a de fortes chances que je cherche un horaire. Et je cherche un horaire à un jour précis et sur un itinéraire. C'est pas un parcours d'achat, c'est un parcours d'information. Si je cherche à faire un acte d'après-vente, je peux aussi utiliser la barre de recherche universelle comme un moteur de recherche. Et en fait, cette barre de recherche qui est super puissante, qui est du coup motorisée à l'IA derrière, et beaucoup de machine learning, elle permet en fait de répondre à l'ensemble des besoins d'usage qu'on a développé au sein des SNCF Connect et qui va bien au-delà de simplement acheter un billet de train ou un billet de bus. C'est hyper intéressant parce que tu as une fréquence d'utilisation qui doit être relativement haute pour ton utilisateur unique et donc un curseur à placer entre l'IA générative qui va se baser sur les millions. Tu m'as dit 1 milliard de visites ? 1 milliard de visites l'année dernière, ouais. 1 milliard de visites l'année dernière dont on peut apprendre des choses et en même temps mes 50 dernières parce que tu connais mes habitudes. Exactement. Ouais, en fait. Donc il y a un lien fort avec le CRM. Comment est-ce que... Ouais, alors, en fait, toutes ces données, elles nous permettent justement de faire évoluer en permanence cette barre de recherche pour qu'elle soit toujours plus intelligente. C'est vraiment le principe. Essayer toujours d'identifier en fonction des recherches des internautes le bon endroit du site vers lequel il faut les rediriger pour répondre à leurs questions. Et c'est de l'apprentissage continu. Ok. Tu parlais du développement, donc vous vous aidez principalement aujourd'hui pour les tests, c'est ça, ouais. Le Q&A, mais pas la génération de code. Non, la génération de code, c'est une promesse du futur. Je pense qu'il y a peut-être des boîtes qui l'utilisent déjà et nul doute que ça marchera peut-être très bien, mais à ce stade, c'est plutôt pour effectivement écrire des tests unitaires, review de code. On a des tests en cours sur est-ce que une fois que le code est écrit, faire une review, ça marche bien. Est-ce qu'il peut être meilleur? Surtout quand tu as 1 milliard de visites par an, je pense que la moindre millième de seconde économisée, parce qu'il y a une virgule en trop ou un espace en trop. Oui, les temps de chargement, c'est un sujet majeur. Okay. On optimise tout ça. Donc on a effectivement ces usages, mais encore une fois, c'est très prospectif. Il faut pas tomber dans l'IA générative pour l'IA générative. Il faut que ça réponde à des use cases. En fait, ce qui a vraiment, je trouve, accéléré depuis 10 ans sur l'IA, c'est qu'en fait, ça répond à des use cases. Mais donc, t'as le pied sur le frein par moment? J'ai pas le pied sur le frein parce que l'innovation, c'est important et qu'il faut, mais encore une fois, on a une marque qui est très exposée, qui est vraiment au cœur du quotidien des Français. Et il faut que ça réponde à un besoin et il faut qu'il y ait zéro faute, quoi. Donc, et l'IA générative, aujourd'hui, c'est nouveau, on découvre. Il y a plein de projets, il y a une ébullition, c'est super. Mais ce qu'on voit aussi quand on en discute un peu autour de nous, c'est qu'à ce stade, les boîtes, elles sont beaucoup dans l'exploration. Et moi, j'entends beaucoup parler de ChatGPT pour écrire des discours, des lettres de motivation. Et en fait, c'est comme ça que le grand public s'est emparé de ChatGPT et c'est ce qui rend le sujet intéressant. Et il y a un autre sujet, je trouve, qui est passionnant sur l'IA générative. C'est le sujet de la propriété intellectuelle qui commence à émerger. On a tous en tête ce qui s'est passé. Émerger sévèrement, hein. Je crois que c'est sévèrement. 1,8 trilliard que demande je sais plus quel magazine américain. En fait, il y a 25% des 1000 plus gros sites américains qui ont mis du no-index maintenant sur les crawlers de l'IA générative, de ChatGPT. Les contenus, ils sont propriétaires. On a tous les médias ont vécu
La croissance de Google Actu est pas forcément Bien. hyper bien. Ouais. Et on comprend parce que c'est un vrai boulot d'être journaliste et d'écrire. Et donc je pense que tout le monde freine. Amazon a mis du no index. Il refuse que ChatGPT indexe ses contenus, ses pages produits. Et je suis très curieux de voir comment tout ça va évoluer. Il y a un scénario où en fait tout s'arrête. Si plus personne ne laisse les bots d'IA venir crawler les sites d'infos, France Inter, je crois, enfin le groupe est sur le même sujet. Ouais. C'est un sujet de gros sous. Ouais. En fait, les contenus, c'est pas gratuit. En fait, on a banalisé toutes ces productions de contenu, mais les contenus, c'est pas gratuit. Il y a des gens qui écrivent derrière, il y a des supports qui diffusent. Et en fait, est-ce qu'il y aura des accords commerciaux entre ChatGPT et voilà. Ce qui est sûr, c'est que des boîtes, elles ont levé des centaines de millions de dollars. Elles ont beaucoup d'argent. Elles font beaucoup de revenus aussi. Hein. Elles font beaucoup de revenus et que les médias s'intéressent de près à comment redistribuer cette richesse rapidement acquise. Il y a quelques années déjà, je sais pas si tu te souviens de la Google Digital News Initiative, DNI. En gros, c'était un fonds Google pour les médias. Pour les médias, un peu en réponse à de quelques dizaines de millions d'euros. J'ai dit Digital News, mais je suis pas sûr. Mais c'est le DNI. Ouais, tout à fait. Mais qui est faible à la hauteur en dotation, à la hauteur versus le préjudice. Par rapport au préjudice et par rapport à ce qu'il y a comme donc, revenu en face. Je pense que les médias ont appris aussi beaucoup avec ça. Ils vont être beaucoup plus conservateurs. 15 millions de clients actifs en 2022, tu as des personas complètement différents entre un senior à la retraite et puis un jeune étudiant. Enfin, un télétravailleur. Ouais. Ça a changé notre vie, le Covid. Et dans les usages du train, on est à Biarritz, il y a énormément de Parisiens qui ont déménagé à Biarritz après le Covid. Et ils ont raison quand on voit la vie, la douceur de vivre ici. Ça a l'air pas mal. Hein. Et en fait, du coup, les usages en termes de consommation de train ont complètement changé post-Covid, avec des gens qui ont déménagé en région, voire même à la campagne, et qui du coup prennent le train pour se rendre au travail ou à l'école, dans leur lieu d'études, 2 à 3 fois par semaine. L'IA, dans l'identification, la gestion de ces différents personas, est-ce qu'il y a un impact Il y a forcément un impact parce que sur la quantité de données qu'il faut réussir à analyser, il faut des outils qui sont, là encore, motorisés par l'IA. Mais c'est plutôt les outils qu'on utilise qui nous aident à gagner du temps, à processer plus de données et à revoir plus régulièrement nos segmentations et tout ce qui nous permet derrière d'être plus précis dans ce qu'on fait. Ok. Dernière question sur la partie app mobile. Aujourd'hui, alors c'est Thomas aussi, super Thomas, qui parlait de l'invisibilité des outils pour l'expérience utilisateur. En plus, mon parcours est sans friction, mieux c'est. Ouais. Typiquement, je commande sur, il donnait l'exemple de Uber, mais je commande sur Uber. Après, je m'occupe plus de rien. Ouais. J'ai des notifications qui m'informent de arrivée, retard. Ouais. Zéro charge mentale. Zéro charge mentale. Il y a même, Domino's Pizza, qui avait un directeur marketing dont l'on m'échappe, mais qui était génial à une époque, qui avait fait la commande en no-click, tu sais, un peu en pied de nez au Amazon One-Click. En gros, tu lançais l'application et t'avais rien d'autre à faire et t'avais un chronomètre de 30 secondes, un chronomètre, un timer et qui te commandait ta dernière pizza, la dernière adresse, enfin ta dernière commande. Donc c'était le no-click. La meilleure expérience utilisateur, c'est celle-ci. En quoi est-ce que l'IA a impacté le développement de l'application mobile, de la version mobile, des notifications peut-être? Je crois que vous bossez avec Batch, si j'ai pas de bêtises. Ouais, on bosse avec Batch. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'IA dans tout ce parcours technique, tu vois ce que je veux dire, en notification et alerte. Ouais, bah, ce qui a vraiment changé avec SNCF Connect, c'est notamment toute la partie information voyageur qu'on a rajouté. La promesse qu'on a avec SNCF Connect, c'est de couvrir vraiment tous les besoins de la mobilité, du quotidien, mais aussi de la grande vitesse. Et donc toute cette information voyageur pour notamment les gens qui utilisent l'app quotidiennement pour enregistrer un trajet, enregistrer un train, enregistrer une gare en favori, être alerté des passages, des éventuels retards, des suppressions, des ajouts. C'est quelque chose qui est nouveau et qu'on a effectivement beaucoup travaillé. Là encore, il faut le faire avec un niveau de qualité parfaite, parce qu'encore une fois, là, quand on touche à l'information voyageur, le client et qu'on lui communique 5 minutes de retard ou 3 minutes ou le quai de départ de son train, il faut lui donner la bonne information, parce que si on donne pas la bonne, ça crée un peu de bazar dans le monde physique. Et donc là, en fait, encore une fois, tous ces outils sont motorisés. Alors, il n'y a pas de l'IA partout, tout le temps. Et là, encore une fois, il faut désacraliser. Il y a une donnée dans une table de données, il faut juste aller la chercher. C'est ça, exactement. Et heureusement, le monde peut fonctionner encore sans IA et tout le monde ira bien. Et SNCF Connect peut... en fait, on essaie juste d'identifier les sujets à valeur sur lesquels l'IA peut apporter de la valeur ajoutée, comme TinyCues l'a fait en 2011 avec le ciblage prédictif, comme
les algorithmes qui nous permettent d'être plus efficaces dans nos campagnes marketing, dans les ciblages ou dans les optimisations d'enchères, autre chose comme ça. Mais encore une fois, il faut que ça réponde à des use cases. David, merci infiniment. Rapide échange sur l'IA générative et sa place dans la relation client. Je serais très heureux de te recevoir pour un épisode classique. T'es à Paris le reste du temps ? À Paris. Ok. Et peut-être à Biarritz bientôt. Et peut-être à Biarritz. Je t'avoue que ça fait envie. Merci infiniment. Merci beaucoup pour Vous l'invitation. retrouvez David Nedzela, Nedzela. Ça pourrait être basque. Pas basque. Non, c'est polonais. Polonais. David Nedzela sur LinkedIn si vous voulez continuer la conversation. Merci infiniment. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.